risque que l'on prenne en se rapprochant des Aléoutiennes, c'est que la réalité soit beaucoup plus forte qu'on l'imagine. Dans la vallée de Chitina, au sud-est de l'Alaska, un antique hauteur à moteur en étoile décolle. À son bord, une équipe d'Ushuaïa Nature s'est installée pour rejoindre l'une des plus belles montagnes du continent américain, dont le nom résonne ici comme un défi, mais aussi comme un symbole, le mont Saint-Élias. Jean-Sébastien Knorzer, guide de haute montagne à Chamonix, et la parapentiste Agnès Fouilleux composent la base avancée de cette expédition. Et tu vois là, le massif, ça correspond grosso modo au massif du Mont Blanc, il y en a des centaines, tu vois. Juste ce petit bout là-bas. Ouais. Et on est où là? À quel niveau on est à peu près? Là, on est en train d'arriver sur le Bagley Icefield, le glacier là. C'est un grand glacier là, tu vois. C'est monstrueux. Et combien Paul, il disait que ça faisait combien de long? Il parlait de 700 km. Hein. 700 km, ça veut dire que c'est presque aussi grand que la France, de nord au sud, Ouais. quasiment. Ouais. Ouais, c'est Tu vois, c'est une monstrueux. succession de glaciers là. Ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment... Ah, c'est magique. Donc en fait, on est près de la frontière du Canada, quoi. On arrive juste... Le mont Saint-Élias, c'est juste On à la devrait frontière. pas tarder à le voir, en fait, hein, Ouais, si tu ouais. regardes. Bah ouais, tu vois, regarde, on le voit dépasser. Ah ça y ouais. est. Ah, il est super. Ouais, magique. En fait, t'as une mer de glace d'un côté et on va bientôt découvrir l'océan de l'autre côté, quoi. Le vrai océan. Ouais. Ah, c'est génial. À 200 km de là, vers l'intérieur du continent américain, la chaleur inhabituelle fait fondre inexorablement et rapidement les glaciers. Quand on a l'occasion, ce qui est quand même assez rare, de marcher comme ça sur une langue glaciaire, quasiment au front du glacier, au-delà du spectacle qui saute à la figure, il faut surtout réaliser combien les glaciers sont les indices probablement les plus visibles des variations climatiques d'hier et d'aujourd'hui. Au point qu'au paroxysme de la dernière glaciation, actuellement on est dans une période interglaciaire, il y a exactement 20 000 ans, la taille des glaciers à la surface du globe était sans commune mesure avec leur taille actuelle. Très certainement, la moitié de l'Amérique du Nord était recouverte de glace, idem pour l'Europe du Nord-Ouest, et que cela avait provoqué, comme c'est le cas lors des glaciations, une énorme régression marine, c'est-à-dire un abaissement des océans d'environ entre 120 et 150 mètres, ce qui a permis, notamment au détroit de Bering, le passage de civilisations qui avaient été élaborées en Sibérie et qui ont profité de pouvoir passer à pied sec. Et l'Alaska s'est trouvé de fait la porte d'entrée des peuples les plus anciens dans le Nouveau Monde. Et à partir de l'Alaska, ils ont petit à petit essaimé sur l'ensemble du continent nord-américain. Et ce qui est très marquant ici en Alaska, c'est que ces traceurs du changement climatique sont d'autant plus lisibles que les changements climatiques, probablement sous l'effet des activités humaines, sont plus marqués dans les latitudes nord et les latitudes australes. Ici, la température, en 30 ans, s'est élevée en moyenne de 3 degrés, ce qui est considérable. Ça voudrait dire qu'en un siècle, elle pourrait s'élever de près de 10 degrés. Et 80% des glaciers en Alaska ont régressé. Et on voit bien au front de celui-ci combien cette langue glaciaire a reculé, laissant sur place ce que l'on appelle tous les débris morainiques. Et autrefois, il n'y a pas si longtemps, ce glacier, évidemment, était beaucoup plus avancé en aval. Voilà, j'entends l'avion d'un garçon que vous allez découvrir, qui est probablement un des meilleurs pilotes au monde, un bush-pilote, comme l'on dit, Paul, avec lequel on va aller survoler la plupart des glaciers ici pour en expliquer à la fois leur fonctionnement, leur dynamique et leur morphologie.
Nicolas, j'en ai vu un paquet, mais des comme ça, good job. Paul Claus et Nicolas s'envolent pour tenter de rejoindre le Saint-Hélias. Sur leur route vers les alpinistes, s'érige le vertigineux massif du mont Bonnat. C'est la plus récente barrière rocheuse créée par le bouleversement tectonique perpétuel que subit l'Alaska. Vraiment dans les grandes verticales, beau spectacle. On voit bien, vu du ciel, les anciennes vallées glaciaires, lorsque l'expansion des glaces était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et souvent d'ailleurs, les glaciations aèrent le relief, ouvrent les montagnes. C'est par ces vallées, par ces voies d'accès que les colonisations se sont opérées au fil du temps. Le déplacement des glaciers dans les Alpes est de quelques mètres par an, quelques centimètres par jour. Mais en Alaska, il peut être de plusieurs dizaines de kilomètres sur l'année. Là, on est dans le cirque glaciaire, zone d'accumulation de la neige qui, sous son propre poids, par la pression, se transforme en glace. Et juste au bord du cirque glaciaire, ce que l'on appelle la rivée, c'est la zone de fracture du glacier. Lorsque la glace commence à tomber dans la pente, c'est le départ de la langue glaciaire qui glisse doucement sur le relief, dégageant les blocs qui gênent sa progression, les faisant éclater ou les arrachant. Et tous ces corps étrangers mêlés à la glace sont petit à petit dégagés sur le côté de la langue glaciaire. C'est ce que l'on appelle les moraines latérales. Et quelquefois, ces roches sont transportées à des dizaines de kilomètres de leur origine. Et plus tard, lorsque le glacier se retire et que l'érosion fait son œuvre, ces roches erratiques, comme l'on dit, sont dégagées. Pour la curiosité des géologues qui trouvent des roches qui n'ont pas du tout la même constitution que le socle sur lequel elles reposent. C'est comme ça que, en plein milieu de New York, on trouve des gros blocs erratiques qui ont été autrefois amenés là, à la dernière glaciation. La météo capricieuse et imprévisible des hautes montagnes empêche le petit avion Super Cub de franchir la cordillère. Nicolas et Paul sont contraints de laisser l'équipe d'alpinistes terminer sans eux l'ascension du Saint-Hélias. Ok, Poppy. Agnès Fouilleux et Jean-Sébastien Knorzer sont déjà bien au-dessus des nuages. Ils piquent la neige et la glace
pour se sortir d'une crevasse qui leur barre la route dans leur ascension vers la corniche du Saint-Élias. Les piolets et les crampons ont du mal à trouver des appuis sûrs. Garde bien les pieds. Agnès, qui répond au joli surnom de Poppy, s'épuise. C'est les piolets, quoi. C'est impossible d'avoir un ancrage propre. Ah non, là, il faut pas être trop difficile. Faut lutter contre la pesanteur, c'est tout. Je tombe. Ok, Poppy? Ouais, ça va. Je vais repartir. Oh, j'ai plus de bras. Allez, ma Poppy! On y croit! Eh ben, c'est pas facile, hein. Ah, il se laisse pas faire, hein, ce Mont Saint-Élias. Non, c'est clair. Allez! Hop. Ok. Je sais pas fâché d'arriver. Bien, super. Très bien. Pas facile, hein? Tiens, monte, décale-toi un tout petit peu. Ouais. Qu'on se blesse pas, ce serait dommage. Oula. Pardon. Bien joué. Allez. On va revenir à des choses plus simples. On va remettre les skis, tu vois, et puis on attaque. Et puis je pense que d'ici 3-4 heures, on devrait être sur la crête pour voir le Pacifique. Super. Ça vaut le coup? Ouais, ça. Malgré les apparences, le Saint-Élias n'a jamais été une montagne facile. Les rares expéditions parties à sa conquête sont loin de toutes l'avoir vaincu. Beaucoup même n'en sont jamais revenus. Agnès et Jeancé se sont fixé l'objectif plus raisonnable d'atteindre le versant ouest, celui orienté vers l'océan. Et les séracs, ils tomberaient pas avec la neige qui se ramollit comme ça? Ah non, les séracs, malheureusement, c'est pas lié à la température. Ce serait trop facile. C'est pas une histoire d'heures dans la journée, c'est pas une histoire de saison, c'est vraiment une histoire mécanique, hein, les séracs. C'est le glacier qui pousse, en fait. Ouais, c'est la glace qui pousse, ouais, le glacier qui avance. Et par gravité, il y a un moment, le point d'équilibre est dépassé. Ça dégringole. Et ouais. Alors si t'es dessous, bah c'est pas bon. Non, ça peut tomber la nuit comme le jour, à n'importe quand. Ouais, parce que c'est chaotique comme décor. Ah, là on va avoir du spectacle un peu. Qu'est-ce que c'est, une crevasse? Ouais, tu vois, ça c'est une grimée. Une grosse grimée, alors... bah là, tu vois, ça passe pas. Hormis en parapente, mais à la montée, ça va mal. Donc on va le contourner, on va contourner la rimée, tu vois, puis on va aller chercher un pont de neige. Là, les ponts de neige sont trop fragiles, là. D'accord. Ouais, on va aller chercher un endroit où le pont de neige est plus épais, là, tu vois, on les voit de profil. Comment tu sais qu'un pont de neige est suffisamment solide pour passer dessus? Ah, ça, c'est une bonne question, parce que le problème des ponts de neige, c'est que ça fond jamais par le dessus. L'épaisseur du pont de neige diminue toujours par l'intérieur. D'accord, donc tu On peux va pas laisser un savoir peu glisser. vraiment. Alors, le problème, c'est que bah, le mieux, c'est d'arriver de profil, tu vois, et puis de voir un peu l'épaisseur du pont de neige. Il y a des beaux trous, là. Hein. Là, tu sondes un petit peu la neige, après. Ouais, je regarde la texture de la neige, tu vois. Quand il y a une faible épaisseur, la neige devient un peu plus mate. Allez, c'est bon. Je sens que ça va être bientôt la cerise sur le gâteau, là. Agnès. Ouais, j'en peux plus. Waouh! Regarde ça. Ouh. Là, ça jette, hein. Là, ça change des Alpes. Hein. Regarde ça. Pacifique. Les glaciers qui tombent dans le Pacifique.
Pour les deux alpinistes, la symbolique est forte de se trouver sur la montagne qui permit à Vitus Bering de découvrir l'Alaska. Il y a 250 ans, quand il aperçut au-dessus des nuages le sommet de cet édifice de plus de 5000 mètres, il crut voir un volcan. C'était en fait le 3e sommet du continent nord-américain. L'Alaska sera officiellement déclarée découverte le 16 juillet 1741, jour de la Saint-Élias. Agnès, qui devait voler avec Nicolas, dévale seule les pentes vertigineuses. Jean-C redescendra à ski jusqu'à l'avion resté beaucoup plus bas. Voilà. Philippe Dubois est biologiste. Il étudie l'impact des changements climatiques sur le monde végétal et animal. Ouais, Nicolas, Depuis 2 jours, il observe les rives du lac Anahita, à l'affût de l'orignal, que l'on nomme élan en Europe. Au royaume des petits avions tout-terrain, Nicolas et Paul rejoignent le scientifique. Ah Philippe, Salut Nicolas. j'ai vu qu'il y avait du monde dans le lac. Il y a du monde, ouais. Ouais. Ce matin, on en a compté 6. 3 mâles et 3 femelles. Les femelles ne sont pas restées. Elles n'ont pas de jeunes. Aucune d'ailleurs. Donc là, c'est 3 mâles seuls. Ouais. Dont un gigantesque. Gigantesque. Tranquille là. Ouais, Tiens, un sterne. ouais, Stern Arctique, ils sont là. Ça, c'est quand même l'oiseau le plus incroyable parce que on a tendance à oublier que cet oiseau, chaque année, Ouais. quitte l'Alaska et il descend Plein sud. jusqu'en Antarctique ou Ouais, en Patagonie. dans les, oui, c'est ça, Ouais. dans les eaux subantarctiques. Ouais, il Tu te va rends faire compte le voyage que ça fait? 40 000 km aller-retour. Ça, c'est dingue. Bon, je vais débarquer mes sacs. Ok. Qu'est-ce qu'il y a devant là? Dans l'axe là-bas. Regarde. C'est un beau mâle. Oh là là, regarde ça. Tu veux regarder où je mets? Non, parce que je préfère bien diriger l'embarcation. D'accord. T'as pas l'intention d'aller les caresser quand même? Ah, attention, il va se retourner. Stop. Ouf. C'est génial.
Il y en a un autre là-bas, là. Ils nous ont eu, mais à mon avis, ils nous ont pas encore sentis. Non, on a le vent en cours. J'avance doucement. Je profite du moment où ils mettent la tête sous l'eau. Il y a le vieux mâle à gauche, je crois. Ouais. Ils ont des bois gigantesques. Hein. Ça doit peser entre 20 et 30 kilos, des bois comme ça. Ouais, plus de 20 kilos. Fais attention, on est très près, là. C'est quand même des très, très, très gros bestiaux. Bon, moi, je les approcherai peut-être pas plus. Ça n'a pas l'air de trop les perturber. Hein. Ça paraît pâteau, mais en fait, c'est un animal doué de sens très aiguisé. Malgré ses petites oreilles d'âne, il entend plutôt pas mal. Évidemment, comme souvent, c'est l'odorat qui est le plus développé. Par contre, il a une mauvaise vue. Il a une mauvaise vue. C'est définitivement le plus grand des cervidés. Et je dirais, mis à part peut-être le Kodiak, le plus grand des mammifères terrestres en Alaska. Redoutable avec ses pattes avant, car ses sabots sont très aiguisés, à telle enseigne que pour se défendre contre un loup, ils peuvent lui infliger des blessures mortelles. Incroyable le temps qu'ils passent la tête sous l'eau. Ils font des apnées de presque d'une minute quelquefois. Oui, c'est ça, oui. Ils sont capables de plonger jusqu'à 5 mètres de profondeur, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il y en a un autre qui est presque en apnée, lui, alors. De temps en temps, tu le vois plus du tout. Et hop, c'est fou. Et son museau, il est très lippu, il a une lèvre supérieure qui pend un peu, comme un dromadaire, pour justement attraper les rameaux des arbustes et puis aussi cette végétation aquatique dont il se nourrit abondamment l'été, qui est une source extrêmement riche pour lui, en matière nutritive et en sels minéraux. Regarde, celui-là, il en a tellement que ça déborde de sa bouche. Là, ils sont, avec leurs ramures, ils sont vraiment au plus beau. Ils ont perdu leur ramure au mois de décembre, janvier, après le rut. Tu te rends compte de la rapidité de la croissance quand on voit déjà la taille que ça atteint? C'est 6 mois, 6-7 mois, oui. 6-7 mois, ils deviennent comme cela. Comme ça. C'est vraiment un animal sorti du temps de la préhistoire. Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je vois ça, je repense au fameux mégacéros qui était le cerf géant qui est disparu il y a 10 000 ans. Ils sont très anciens, ils étaient contemporains, par exemple, des rhinocéros laineux. Oui, ils ont vécu absolument à la même époque. Hein. Il y a 18 000 ans, il y avait Les mammouths aussi. les mammouths. Mais à la différence de ces espèces, lui a non seulement survécu au changement climatique qui s'est fait jour il y a 10 000 ans, et puis il a probablement moins subi la prédation de l'homme, ce qui fait qu'il a survécu effectivement en Europe de l'Ouest, même assez tardivement, puisque les derniers individus ont été tués en France au Xe siècle en Alsace. Donc longtemps après avoir franchi le détroit de Bering. Longtemps après, oui, bien sûr. Oui. Ouais. On va pas s'approcher plus parce que, surtout... Non. Il est énorme. Hein. Ici, la forme présente en Alaska, c'est vraiment la sous-espèce la plus grosse, puisque les mâles peuvent atteindre 800 kg contre 600 pour ceux d'Europe et d'Asie. Et certains animaux peuvent atteindre même 900 kg. Et ça court très très vite. Hein. Ça court plus vite qu'un cheval, hein, à tel point que les prisonniers, les camps sibériens, n'avaient pas le droit d'en capturer pour les élever parce qu'on avait peur qu'ils s'enfuient avec. Et les chevaux des poursuivants n'auraient jamais pu rattraper le fugitif sur son élan. Avec l'orignal, l'Alaska compte d'autres mammifères particulièrement puissants, les grizzlies.
Formidable prédateur, il profite de l'été arctique pour se gaver de saumon frais. Les meilleurs emplacements pour la pêche se gagnent. L'intimidation est de règle. Gueule cassée, l'ours à la mâchoire fracturée emporte la mise. Avertis par la durée du jour qui augmente, les saumons du Pacifique entament leur longue remontée des rivières pour aller frayer dans les eaux où ils sont nés. Quittant l'eau salée des océans pour se faufiler en eau douce, ils vont arrêter de s'alimenter, leur coloration va se modifier, passant lentement du gris argenté au rouge vif. Tout leur corps va se transformer. Un caméraman suit depuis plus de 20 ans leur migration. Mark Emery se fait aider de sa femme Mary pour que le mouvement de sa caméra soit plus fluide, mais surtout pour surveiller l'approche des ours qui ne sont jamais très loin. Les plantigrades choisissent toujours minutieusement leur site. Une cascade permet de saisir les saumons sans défense en plein vol et un bras de rivière peu profond favorise les courses folles à plus de 25 km/h derrière leur proie. En Alaska, même en plein été, les températures peuvent tomber sous zéro. Danny McDonough, un autre spécialiste des ours, accompagne le cinéaste plus en amont des rivières, dans les criques où s'achève la migration des saumons. 4 ours sont en vue. Alors on branche la barrière électrique, et si l'on veut aller filmer les poissons, il faut rapidement quitter le camp avant que les grizzlies ne l'assiègent. Les ours empruntent toujours les mêmes chemins. Une trace facile à suivre pour remonter jusqu'aux frayères à saumon. Hey there. Hey buddy. Coming through. Yeah there. Hello. Mark et Danny signalent toujours leur présence. Surprendre un ours est bien trop dangereux. Attendez, attendez. Nous avons une mère avec son petit, là. Je ne sais pas si vous les voyez, mais nous devons reculer, les gars. Là, la mère est juste là avec son petit. Nous devons nous éloigner parce que la mère pourrait s'énerver de nous voir si près. Nous devons leur laisser une bonne distance de sécurité pour ne pas changer la façon dont ils se nourrissent, dont ils vivent. C'est pourquoi nous utilisons des téléobjectifs pour rester à la bonne distance, ne pas influer sur leur comportement. Et puis, la saison d'été est courte et ils ont peu de temps pour faire le plein de nourriture. Et donc, il faut leur laisser toutes les occasions possibles pour faire leurs réserves. Nous n'avons pas à les déranger. Les 2 hommes se remettent sur la piste des saumons, évitant soigneusement les ours en très grand nombre. Une femelle et son ourson profitent tranquillement de l'abondance de nourriture dans la rivière.
Mais une menace apparaît en haut de la colline. Une mer dominante et ses 3 petits. La femelle lâche son poisson pour mieux veiller sur son rejeton. Lui aussi a flairé le danger et se rapproche de sa mère. La hiérarchie entre ces 2 femelles s'est probablement établie au cours d'une rencontre précédente. Les discrets mouvements de gueule, d'oreilles, les babines retroussées pour découvrir les crocs sont autant de manœuvres d'intimidation. Les 3 petits oursons récupèrent les restes de la pêche précédente. La femelle chassée attend son tour sur la berge. Marc a repéré un endroit propice pour installer sa caméra sous-marine. Les ours ne se soucient pas de lui. Ils ont trop à faire, les bancs de saumon sont de plus en plus denses. Je vais devoir regarder derrière moi parce que j'ai un peu de compagnie aux alentours. Ce que j'aimerais, c'est installer cette caméra sous-marine. Je la leste d'une ceinture de poids et je m'en vais. Je la laisse en place pour que les saumons s'y habituent. Ils passent devant et ça me donne de bonnes images. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ours. Il y en a 4 juste là. Et ils peuvent s'approcher. Si un ours fait tomber la ceinture, la caméra flotte dans le courant et je peux récupérer plus bas mes 5-6 000 $ de matériel. Comme ça, je ne le perds pas. Jusqu'à présent, j'ai été assez chanceux. J'espère que ça va durer. Il y a pas mal d'ours par ici aujourd'hui. Alors on va vite faire nos images et les laisser faire ce qu'ils veulent après. Les saumons sont au bout de leur voyage, défigurés après plusieurs semaines de jeûne. Ils ne font plus attention à la caméra, cherchent un bout de gravière pour pondre leurs œufs. La demande en énergie de cette migration à contre-courant est telle qu'ils puisent sur leurs réserves de graisse. Ils se mangent de l'intérieur. Leurs écailles disparaissent. Les mâles se battent pour fertiliser les œufs. Leur tâche accomplie, comme les femelles, ils meurent. L'ours solitaire a pris la ceinture rouge lestant la caméra pour un saumon immobile. Combien de temps reste-t-il encore pour filmer ces scènes de prédation? En 10 ans, la migration des saumons du Pacifique a chuté de 5 à 2 millions d'individus. Les ours bruns hibernent de moins en moins longtemps en raison d'hivers de plus en plus doux et d'une glace fondant sous le coup du réchauffement climatique. Nicolas et Philippe Dubois achèvent leur descente vers la mer où vèlent les plus gros glaciers d'Alaska. Quand on est au front d'un glacier comme ça, on ne réalise pas toute la langue glaciaire qu'il y a en amont. Cette autoroute gigantesque de glace. À droite, Nicolas. S'il te plaît.
Non, attends, on va pas les jouer. C'est marrant parce que en général, tu as la pagaie beaucoup plus leste d'un côté que de l'autre. Mais là, ça s'est inversé d'un coup. Tu n'arrêtes pas de pagayer à droite pour tourner à gauche. Non, on tourne à droite. On pagaille les deux. Voilà. Tu imagines s'il y a un pan qui tombe là? Ce qui nous terrorisera en premier, c'est le bruit parce que c'est comme si tu te prenais un éclair gigantesque au niveau des oreilles. Alors, il ne faudra pas que ça nous inhibe dans nos réactions. Bon, ce que je te dis, c'est pas pour t'inquiéter, c'est pour te mobiliser. Comme je vois pas ton visage. Non, heureusement pour toi. Tu vois les parois bleues à droite, ça veut dire que là, ça c'est tombé il n'y a pas longtemps. Un petit peu plus à gauche peut-être, non? On est très bien là. En Alaska, on trouve pratiquement tous les traceurs qui attestent du changement climatique induit par l'homme. Enfin, du changement climatique naturel comme du changement climatique accéléré par l'homme. Oui, absolument. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'encore aujourd'hui, lorsque l'on parle des changements climatiques, ça soulève beaucoup de scepticisme, comme si l'humanité doutait de sa propre faculté à mettre en péril un mécanisme